Bonsoir, merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Le Liban a rendu un dernier hommage émouvant à Ziad Rahbani, figure majeure de la scène artistique arabe, décédé samedi à l'âge de 69 ans. Depuis le cœur de Beyrouth jusqu'à Bikfaya, le pays tout entier a salué l'œuvre et la mémoire d'un artiste hors du commun dont les compositions, les pièces de théâtre et les prises de position ont marqué des générations. Dans une atmosphère à la fois solennelle et profondément émotive, proches, artistes et anonymes ont accompagné le compositeur pour son ultime voyage depuis Hamra jusqu'à Bikfaya sous les accords des chansons de Fayrouz. Ziad Rahbani est mort. Il s'est éteint à l'âge de 69 ans, ce samedi 26 juillet 2025. Le Liban perd l'une de ses voix les plus libres. Et c'est tout un monde arabe qui se tait, un instant. Après la guerre, il fallait choisir. Le silence ou la colère. Ziad Rahbani, lui, a choisi une autre voie. La musique, le théâtre, l'humour et l'insolence. شو بدك تحطيني بمدرسة خاصة صرت انت تفضل لحق على المدارس الخاصة بعدك عم تحكيني بالمعارف. Fils de deux monuments, Fayrouz et Asi Rahbani, il aurait pu marcher dans un destin en or. Mais il a préféré bifurquer, déranger, contredire, crier autrement. À 17 ans, il compose Sa'alouni N-Nas, chanté par sa mère, devenu hymne. Puis, il bouleverse la scène libanaise avec Benesbel Abou Krachou, Nazl al-Sourour, film Amérique Tawil. Une œuvre dense, politique, fulgurante. Ziad Rahbani, c'était du jazz en arabe, des dialogues de bar en pleine guerre, des claviers pleins de poussière et d'idées, et un falafel servi dans un hamburger. Communiste, provocateur, amoureux blessé, il a combattu les hypocrisies politiques et sociales avec un piano, un micro ou une cigarette. Il ne courait pas après la gloire. Ce qu'il voulait, c'était comprendre pourquoi le monde allait si mal, et en rire avant d'en pleurer. Mais ces silences entre deux notes parlent encore. Ces répliques résonnent dans chaque rue, chaque taxi, chaque oreille qui refuse d'oublier. Il n'a jamais écrit pour plaire, il écrivait pour dire. Et ça, même la mort ne pourra l'effacer. Alors que la situation humanitaire reste dramatique à Gaza, Israël affirme avoir permis l'acheminement de 120 camions d'aide en coordination avec l'ONU et des ONG. Mais sur le terrain, les organisations humanitaires dénoncent des restrictions persistantes alors que la famine s'aggrave. Les besoins explosent dans une enclave où plus de 2 millions de Palestiniens survivent au milieu des ruines d'une guerre sans fin. Selon l'armée israélienne, plus de 120 camions d'aide ont été livrés dimanche dans la bande de Gaza. Des vivres, des médicaments, du matériel de première nécessité. En apparence, un progrès humanitaire dans un territoire ravagé par près de 2 ans de conflit. La coordination avec l'ONU et des ONG comme le Croissant Rouge ou Oxfam ont permis, selon Israël, de faire parvenir cette aide. Cependant, sur le terrain, la réalité est tout autre. Les représentants des ONG alertent sur des restrictions encore lourdes, rendant difficile l'acheminement efficace de l'aide. Quelques camions ne suffisent pas à réparer des mois de famine. Il faut un cessez-le-feu et un flux constant et massif d'aide, explique un porte-parole d'Oxfam. Les habitants vivent dans la peur, dans l'attente d'une amélioration qui ne vient pas, tandis que la famine et la malnutrition atteignent des niveaux alarmants selon l'ONU. Les zones de Gaza restent sous haute tension, avec des combats qui empêchent toute circulation fluide. L'accès aux populations civiles demeure incertain et les efforts humanitaires sont souvent entravés par la poursuite des hostilités. La situation exige une réponse urgente, mais la complexité politique et militaire complique la mise en œuvre d'un véritable soulagement. Dans cette enclave en crise, les paroles et les chiffres officiels ne suffisent plus. La nécessité d'un cessez-le-feu, d'un flux ininterrompu d'aide et de solutions durables est devenue une urgence humanitaire. La communauté internationale,
doit continuer à faire pression pour garantir la sécurité et le soutien des civils pris au piège de cette guerre sans fin. Alors que la guerre à Gaza se poursuit et que la création d'un État palestinien semble de plus en plus compromise, l'ONU accueille cette semaine une conférence inédite sur la solution à deux États à l'initiative de la France et de l'Arabie saoudite. Objectif, relancer une dynamique diplomatique mondiale autour de la reconnaissance de la Palestine et du processus de paix, malgré l'absence d'Israël et des États-Unis. L'annonce du président Emmanuel Macron de reconnaître officiellement l'État palestinien en septembre a donné un élan inattendu à cette réunion. Une déclaration saluée par de nombreuses chancelleries alors que la pression sur Israël s'intensifie. Plus de 142 États membres de l'ONU reconnaissent déjà la Palestine. Mais pour Paris et Riyad, il faut aller plus loin, enclencher une dynamique politique globale dans un contexte où la colonisation israélienne et la guerre à Gaza rendent la création d'un État palestinien presque impossible. 4 axes sont au cœur des discussions: la reconnaissance de la Palestine, la réforme de l'autorité palestinienne, le désarmement du Hamas et la normalisation avec Israël. Une équation complexe alors que ni les États-Unis ni Israël ne participent à cette conférence. L'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme sur la recrudescence alarmante des exécutions en Iran. Avec plus de 612 personnes exécutées au cours du premier semestre de l'an 2025, un chiffre 2 fois supérieur à celui de l'année précédente, le haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, appelle à un moratoire immédiat sur la peine capitale. L'ONU dénonce également des procès opaques et des motifs d'accusation flous, souvent utilisés pour museler l'opposition. Volker Türk réclame un moratoire immédiat donc, dénonçant une justice opaque, des procès à huis clos et des motifs vagues comme l'inimitié envers Dieu ou la corruption sur terre, souvent utilisés contre des dissidents politiques. Plus de 40% des condamnés l'ont été pour des délits liés à la drogue, mais selon plusieurs ONG, ce sont aussi des militants, des journalistes et des étudiants qui paient le prix fort. La Turquie lutte toujours contre une série d'incendies dévastateurs qui ravagent plusieurs régions du pays. À Bursa, 4e plus grande ville et cœur industriel du nord-ouest, les flammes menacent les habitations et les infrastructures. Malgré une mobilisation massive, les autorités peinent à contenir les feux attisés par des vents violents et une canicule historique. Le bilan humain et matériel s'alourdit de jour en jour. À Bursa, la 4e ville de la Turquie, la situation a viré au cauchemar. Depuis 3 jours, les pompiers luttent contre des flammes qui dévorent forêts, collines et menacent désormais zones résidentielles et sites industriels. Plus de 3500 personnes ont été évacuées dans la région de Bursa. Les autorités déplorent déjà plusieurs morts, dont un pompier victime d'une crise cardiaque et 3 personnes décédées dans l'accident d'un camion-citerne. D'autres foyers ravagent les provinces boisées de Karabük et du sud du pays. En tout, la Turquie combat actuellement 4 incendies majeurs. Une vague de chaleur exceptionnelle, des températures supérieures à 40 degrés Celsius et une sécheresse intense compliquent la tâche. La semaine dernière, 10 forestiers ont péri à Eskişehir. Et depuis le début de l'été, plus de 3000 feux ont été enregistrés à travers tout le pays, selon le président Erdogan. Avec un record historique de 50,5 degrés Celsius atteint à Silopi et des prévisions critiques qu'en octobre, la Turquie fait face à l'une des pires saisons d'incendie de son histoire. Les experts tirent la sonnette d'alarme. 88% du territoire est menacé par la désertification. Enfin, une information de Taïwan où jeter ses ordures est devenu un rituel musical quotidien. Chaque soir, des camions poubelles diffusant des airs classiques comme la lettre à Élise sillonnent les rues, invitant les habitants à trier eux-mêmes leurs déchets. Ce système original reflète une politique environnementale stricte qui responsabilise les citoyens et transforme la collecte en un moment de lien social.
À Taipei, chaque fin d'après-midi, la symphonie du recyclage commence. Le son familier de Beethoven résonne entre les immeubles. Alertés par ces notes classiques, les habitants sortent en cadence. Mais ici, pas question de poser ses déchets au pied de l'immeuble. Chacun doit les jeter de ses propres mains. Li Shuning, 78 ans, raconte « Dès qu'on entend la musique, on sait que c'est l'heure de sortir les poubelles. C'est devenu une habitude. » Une habitude encouragée depuis les années 90. À l'époque, l'explosion des déchets menaçait l'environnement. Résultat, Taïwan a réformé en profondeur son système de collecte. Les autorités environnementales de Taipei soulignent que le recyclage est passé de 2% en 2000 à près de 67% aujourd'hui. Les rues sont plus propres et l'incinération a nettement baissé. Chaque soir, plus de 4000 camions s'activent à heure fixe. Un balai logistique quasi millimétré. Madame Yang, 76 ans, gagne sa vie en aidant les voisins à se débarrasser de leurs déchets. Elle dit « Je fais ça tous les jours, ça aide les autres et ça me garde active ». Au-delà du geste écologique, ce rendez-vous quotidien tisse un lien social fort, surtout pour les aînés. Madame Li affirme « On papote, on se voit, c'est bon pour le moral et pour la planète ». Et sur ce, nous terminons ce journal. Merci et bonsoir.